Bien, alors la bioconjugaison par ligation chimique, on va commencer et on va parler maintenant de comment on fait pour fixer quelque chose sur des fonctions thiol, des fonctions SH. Alors, ces thiol, fonctions SH, normalement on ne les appelle pas thiol, c'est le nom qui est toujours usité maintenant, mais on devrait appeler ça des sulfhydryls. Il y a aussi des gens qui appellent ça des mercaptans. Ça, c'est un nom beaucoup plus ancien. Alors, typiquement, ces fonctions-là existent sur les protéines. Vous connaissez un acide aminé, c'est la cystéine, qui contient un groupe thiol. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à celui-là en premier? Déjà, dans les rappels de chimie qu'on a fait avant ce cours, vous vous souvenez sans doute qu'on a dit qu'il y avait des nucléophiles et des électrophiles. Eh bien, les thiols sont parmi les nucléophiles les plus actifs dans les biomolécules qui constituent le vivant. Donc déjà, c'est des molécules sur lesquelles on va savoir faire des réactions. Et deuxièmement, les cystéines sont parmi les acides aminés les moins fréquents. Ça représente moins de 3 ou 4% de la population d'acides aminés dans les séquences connues. Et donc ça veut dire quoi? Moins votre acide aminé est fréquent, et plus vous allez avoir de facilité à avoir des marquages spécifiques. Et comme on a dit que la spécificité était importante, voilà, c'est un avantage. On peut même dans beaucoup de cas faire des marquages sur une cystéine unique quand on parle de protéines. Donc ça, c'est une modification site spécifique, si vous faites une modification sur une cystéine unique. C'est souvent possible, mais ce n'est pas forcément nécessaire. On va le voir notamment sur les anticorps. Alors, on va choisir ce type de ligation-là principalement en fait dans les expériences où c'est l'activité ou l'interaction du bioconjugué avec quelque chose qui est essentiel et que vous voulez étudier. Typiquement, si vous voulez caractériser l'activité d'une enzyme, on va avoir tendance à utiliser des marquages sur les cystéines. Vous comprendrez pourquoi je vous dis ça dans la suite quand on fera la partie 2.3 qui concernera la ligation des amines. Et vous verrez que là, les exemples d'application seront souvent différents. Donc typiquement, quand vous allez faire de l'étude de conformation ou de structure 3D de protéines, vous allez regarder les structures quaternaires, l'assemblage des sous-unités, l'interaction entre une protéine et une autre protéine, ou entre une protéine et un médicament, ou une protéine et un ligand, etc., par différentes techniques. C'est ce genre de marquage qu'on va utiliser. Donc comme je viens de le dire, les cystéines, leur sulfhydryl ou leur thiol, c'est un des nucléophiles les plus forts parmi les structures présentes dans le vivant, et le plus fort de tous les acides aminés. Donc forcément, c'est quelque chose qui est très intéressant. Mais encore plus intéressant, c'est le fait que vous savez normalement déprotoner un thiol. Vous connaissez ça avec les alcools, par exemple, vous avez une fonction OH. Si vous mettez ça en milieu assez basique pour passer au-dessus du pKa, du OH, vous savez faire un O-, qui s'appelle un alcoolate. Malheureusement, avec les alcools, on ne peut pas le faire dans l'eau parce que le pKa des alcools est trop élevé. Par contre, avec un thiol, c'est possible. Donc avec un thiol, en se mettant en milieu assez basique, on est capable de passer sous la forme S-, qu'on appelle la forme thiolate, à partir de la forme SH. Et cette forme-là est encore plus réactive car encore plus nucléophile.
En général, on va faire ce type de marquage dans des conditions assez douces. On va se placer dans un pH entre le neutre et le basique. Donc en gros, entre 7 et 8, 8,5 la plupart du temps. Mais on ne va pas avoir besoin d'aller plus haut que ça en termes de pH, parce qu'il faut aussi rester dans des pH qui sont compatibles avec vos échantillons biologiques, évidemment. Et on va former des groupements qui seront bien stables, qui vous intéresseront. Alors avant de voir comment on va réagir sur les cystéines, il y a quand même un point important qui vous a peut-être déjà effleuré l'esprit, c'est les cystéines, c'est bien beau, mais souvent elles sont déjà engagées dans des ponts disulfures. Elles ne sont pas sous forme SH dans les protéines, assez souvent. Donc oui, ça c'est vrai. Donc vous connaissez les ponts disulfures. Je vous fais juste un petit rappel ici, au cas où vous ne connaissez pas bien ça, ou de toute façon ça fait jamais de mal d'avoir un petit rappel. Donc en gros, deux cystéines peuvent réagir entre elles par une réaction d'oxydoréduction pour former ce qu'on appelle un résidu cystine. Donc ce résidu cystine, c'est ça. C'est ce qu'on appelle beaucoup plus communément un pont disulfure. Bien. Donc la forme réduite, c'est la forme SH qui est en haut, et la forme oxydée, c'est la forme disulfure que vous avez en bas. In vivo, la création de ces ponts disulfures sur les protéines, elle est très régulée, et elle est principalement, pas que, mais principalement régulée par le glutathion, GSH, alors que vous connaissez peut-être, vous connaissez forcément le glutathion, mais vous n'avez peut-être pas vu sa structure avant. C'est un coenzyme qui est en fait ni plus ni moins qu'un tripeptide. Vous avez sa structure ici, avec un acide aminé qui est mis un petit peu à l'envers. Donc voilà le GSH. Ce qui vous intéresse, c'est vraiment la fonction verte ici. C'est celle-là qui réagit. D'accord. Et là aussi, pour le GSH, vous avez une forme réduite et une forme oxydée avec un pont disulfure. Donc en gros, c'est ce GSH qui va être le coenzyme de certaines familles d'enzymes qui va réguler la formation des ponts disulfures sur les autres protéines. Bon, je ne vous mets pas le vrai mécanisme chimique parce que je pense que ça ne vous intéresse pas trop, ça n'a aucun intérêt pour vous, et puis c'est un peu plus compliqué à appréhender. Le vrai mécanisme, c'est un mécanisme d'oxydoréduction, mais si on le regarde, ce mécanisme, on peut vraiment le rapprocher d'une substitution nucléophile. Donc c'est comme ça que je vous l'ai représenté ici. Sachez juste que théoriquement, ce que je vous ai mis là n'est pas bon. Mais c'est une visualisation qui est largement suffisante pour ce qu'on en fait. Donc vous avez deux protéines. Ces protéines baignent dans un milieu qui est aqueux. Donc il y a des bases, même si c'est des bases faibles. Par exemple, la base qui est ici, ça peut être une molécule d'eau, tout simplement. Ou ça peut être un OH- qui est dans un site d'une enzyme, par exemple. Et donc, s'il y a une base faible qui est capable de venir chercher ce proton, ce SH va pouvoir attaquer ici la forme oxydée du glutathion. Okay. Et vous avez, dans un premier temps, alors la forme oxydée du glutathion, puis l'autre moitié du glutathion va prendre un proton à un acide faible qui est dans le milieu, par exemple une molécule d'eau, un alcool, etc. Ça, on s'en fiche un peu. Et vous avez donc créé, de manière intermédiaire, un espèce de pont disulfure entre votre protéine et le glutathion. Okay. Et dans un deuxième temps, vous avez la deuxième protéine qui va venir attaquer de manière nucléophile. Ça, c'est un nucléophile. Ça va venir attaquer ici. Et en fait, ça, c'est le groupement partant. Si vous faites l'analogie avec une substitution nucléophile, comme on l'a expliqué dans les rappels et comme je le fais ici. Donc en fait, votre GS orange ici, c'est le groupement partant. Il s'en va. Et ça vous permet de faire votre pont disulfure. Donc le vrai mécanisme, c'est un mécanisme d'oxydoréduction qui est un petit peu différent de ce que je vous présente ici.
tout ça a tendance à se passer dans le site catalytique d'une enzyme tierce qui utilise le glutathion comme cofacteur. Alors, ces ponts disulfures-là, on peut, enfin, je ne sais pas si vous avez remarqué, je reviens juste en arrière, les réactions que je vous ai mis là, j'ai mis des flèches d'équilibre. Ça veut dire que on peut aller par là, de gauche à droite, mais on peut aussi aller de droite à gauche. Ok ? Donc on sait casser les ponts disulfures. Donc ces cystéines sont souvent engagées dans les ponts disulfures, mais vous avez sans doute déjà utilisé en TP du DTT ou du bêta-mercaptoéthanol dans vos expériences de biologie, en fait, qui sont des agents réducteurs qui vous permettent de réduire les ponts disulfures. Donc là, je vous mets la structure du DTT. Le bêta-mercaptoéthanol, c'est juste la moitié de ça. Ok, donc ça, c'est des réactifs qui vous permettent en gros, de générer un milieu qui est réducteur autour de votre protéine, et ce qui va bouger les équilibres dans le sens où vous allez casser les ponts disulfures et régénérer des fonctions SH. Donc, si vous voulez marquer une protéine sur les cystéines et que vous savez que ces cystéines sont engagées dans un pont disulfure, il va vous suffire au préalable de mettre un petit coup de DTT ou de bêta-mercaptoéthanol dans le milieu. Alors, quand même, sachez que si vous avez besoin de faire ça, si vous faites ça, il faut quand même s'assurer ensuite que vous retirez le DTT qui est en excès, les thiols exogènes qui sont en excès. Parce que sinon, le risque, c'est que si vous avez un fluorophore qui va réagir avec les groupements thiols, il peut réagir avec les cystéines de votre protéine, mais il peut aussi réagir avec le DTT. Vous voyez bien qu'il y a des thiols sur le DTT. Donc si vous avez du DTT en excès, ça va rentrer en compétition avec les réactions que vous voudrez faire. Alors, là on parle de protéines, mais il n'y a pas que des protéines qui peuvent être marquées sur des thiols. Des acides nucléiques aussi. Alors, normalement, si vous connaissez un peu vos structures biochimiques, vous dites mais qu'est-ce qu'il raconte ? Et il n'y a pas de thiol sur des ADN ou des ARN. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de thiol sur les ADN ou les ARN, mais on peut en introduire. Je vous donne un exemple ici qui est la thiouridine. Voilà, donc ça c'est un nucléoside modifié simplement. Voilà, on a introduit un thiol ici. Alors la structure ne l'indique pas, mais en fait votre double liaison qui est là, vous pouvez aussi écrire cette molécule sous la forme simple liaison ici et double liaison là. Vous avez SH et puis double liaison N ici. D'accord ? Donc cette thiouridine, vous avez un soufre qui est nucléophile. Vous avez un pseudo-thiol dessus, et donc vous allez savoir faire des marquages là-dessus. Donc si vous introduisez ce nucléoside modifié dans l'ADN qui vous intéresse, vous pouvez faire ce type de marquage. Vous pouvez aussi modifier un ADN de manière différente, en introduisant une modification, cette fois sur les extrémités. On peut choisir d'introduire une modification soit sur l'extrémité 3', soit sur l'extrémité 5' d'un brin d'acide nucléique. C'est très simple à faire. Vous avez un exemple ici où on met, par exemple ici sur ce brin, sur l'extrémité 5', on a simplement accolé un petit bras espaceur de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. Donc ça c'est un bras qu'on va appeler C6. Et puis au bout, on a introduit un thiol. Donc ça veut dire que vous avez introduit un petit bras espaceur flexible, et puis au bout, il y a un thiol réactif. Si par là passe un fluorophore qui est capable de réagir avec les thiols, eh bien vous allez marquer votre brin d'ADN sur l'extrémité 5'. Ok, vous pouvez le faire aussi en 3', comme c'est ici, en utilisant le même bras espaceur que tout à l'heure, ou un plus court, ou quelque chose de différent. Tout est possible. Les ADN qui nous intéressent, alors il y a deux types d'expériences évidemment, soit des expériences où vous allez vouloir utiliser des ADN naturels qui sont extraits
de patients, d'organismes, etc., que vous étudiez, que vous utilisez, que vous diagnostiquez, peu importe. Et puis, il y a les acides nucléiques synthétiques, les oligonucléotides que vous faites synthétiser souvent. Alors ça, il y a une méthode de synthèse, donc je ne vous la présenterai pas dans ce cours, hein, mais si ça intéresse certains, vous me demandez, je pourrais vous filer un petit poly, mais c'est vraiment de la chimie organique. En gros, les oligonucléotides sont synthétisés un petit peu de la même manière que les peptides et les protéines sont synthétisés. Je parle de synthèse chimique, hein, je ne parle pas de biosynthèse. C'est-à-dire qu'on a des machines qui vous permettent de contrôler quel nucléotide vous allez utiliser, et puis par des cycles où vous utilisez des groupements protecteurs et des couplages, vous allez peu à peu enchaîner les nucléotides comme ça. Donc, ça vous concerne en général pas, mais vous savez que vous pouvez commander des séquences d'oligonucléotides. Donc, ces séquences d'oligonucléotides, elles viennent bien de quelque part, et en général, c'est une entreprise qui synthétise cet oligonucléotide. Et vous pouvez très bien dire à la commande, ben voilà, dans ma séquence, je veux ça comme séquence, mais à l'extrémité 3', je veux tel bras espaceur avec telle fonction réactive. Et donc avoir un thiol à un endroit ou un autre de votre ADN ou de votre ARN. Voilà. Alors, on va voir une première réaction. Et là, vous remarquez peut-être que je vous ai mis 3 petites étoiles en haut à gauche. Alors, quand je veux mettre 3 petites étoiles sur certaines réactions, c'est que c'est vraiment la réaction phare de cette catégorie. D'accord. Donc là, on commence directement avec la réaction la plus importante. Et donc, en gros, ce que je vous dis, c'est s'il y en a une à retenir parmi les ligations sur les thiols, c'est vraiment celle-là. C'est celle qui est la plus utilisée. C'est aussi celle qui sera à retenir pour vos révisions, on va dire. C'est ce qu'on appelle des groupements maléimides que vous avez ici. Donc vous avez un cycle A5 de ces doubles liaisons O, puis une liaison double. Ok. Alors peut-être que vous aurez du mal avec ce mécanisme-là parce que je crois que je ne vous l'ai pas expliqué pendant les rappels. Je vous avais demandé si vous connaissiez l'addition de Michael, il me semble que vous m'aviez dit non, mais j'ai pas pensé à vous le faire pendant les rappels. Je vais voir si... Je sais plus si j'ai une animation ici qui l'explique, je ne crois pas. Oui, sur la slide juste après. Donc je vais vous l'expliquer sur la slide juste après ce mécanisme. Mais en gros, votre OSH, il va réagir ici, sur la double liaison. Alors, vous voyez, c'est symétrique ici, cette structure. Donc, peu importe, ici ou là, c'est exactement la même chose. Hein, d'accord ? Donc, votre thiol va réagir ici, et vous allez donc consommer la double liaison. Et vous créez une liaison thio-éther. Donc, un soufre qui est coincé entre deux carbones. Donc, ça, c'est une réaction entre les thiols et les groupements maléimides. Si vous faites cette réaction à pH neutre, eh bien cette réaction elle est très efficace et aussi très spécifique. Si vous utilisez un mélange par exemple ou une protéine, où vous avez plusieurs types de groupements, eh bien le maléimide il va réagir avec les thiols à ce pH, mais il va réagir avec rien d'autre. Ça c'est un avantage, ça fait que vous avez ici une réaction qui est spécifique. Alors attention si vous êtes obligé de monter en pH. Si vous montez à pH trop basique à partir de 8, en gros, on peut commencer à avoir des problèmes de spécificité parce que vos maléimides vont réagir avec les thiols, mais ils vont aussi commencer à réagir avec des amines. Okay, donc vous pouvez perdre un peu de spécificité si vous êtes à pH trop basique. Alors voilà le mécanisme. Ok, je vous le remets. Donc le thiol est nucléophile. Le thiol ici, vert. Ce nucléophile, il va attaquer un électrophile. Et l'électrophile en question, c'est ça. Okay, vous avez une double liaison qui est conjuguée avec le C double liaison O. Donc nous, on a vu pendant les rappels que ça, c'est électrophile.
ça, c'est électrophile. Mais en fait, quand c'est conjugué avec une double liaison, on peut aussi attaquer sur la double liaison parce que vous avez de la mésomérie. Si le thiol attaque ici, la double liaison passe là, parce que ça, c'est attiré comme ça. Bon, peu importe, pour le moment, ça, c'est ce qu'on appelle l'addition de Michael. Donc voilà comment ça se passe. Hop. Donc là, je vous ai mis un exemple. Vous reconnaissez un des fluorophores qu'on a vu ensemble au cours précédent. Donc c'est une cyanine. Mais sur cette cyanine, on a rajouté des choses. Vous voyez qu'elle est désymétrisée. D'un côté, vous avez un méthyle. Mais de l'autre côté, eh bien, on a rajouté un bras espaceur. Là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. Et puis ensuite, on a rajouté un linker. Vous voyez la différence sur la structure. Vous avez le fluorophore, le bras espaceur au milieu et le linker. On aurait très bien pu aussi mettre le linker directement ici. Le problème, c'est que la structure aurait été beaucoup plus rigide, il y aurait eu beaucoup plus d'encombrement stérique dû au fluorophore, et que du coup, ça réagirait moins bien et moins rapidement avec les cystéines. Ici, vous avez un bras espaceur qui est flexible, qui bouge bien dans la solution, et qui rend votre maléimide bien accessible. Donc ça, c'est une sonde qui est commerciale, qu'on peut s'acheter sans problème chez un fournisseur de produits pour la chimie, la biochimie et les biotechnologies. Alors en l'occurrence ici chez Lumiprobe, mais il y en a d'autres. Et c'est une sonde donc qui émet dans le proche infrarouge, si vous vous souvenez ce qu'on a dit la dernière fois. C'est un fluorophore qui va vous permettre de vous affranchir un petit peu de l'autofluorescence de votre échantillon si vous allez plus vers l'infrarouge. Donc voilà un exemple de deux sondes qui portent un bras espaceur et un linker que vous pouvez faire réagir, par exemple, sur les cystéines d'une protéine. Et donc ça va être toujours comme ça. Nous, on a vu les parties qui correspondent au vert dans le cours précédent. Pardon, ça c'était mon téléphone. Mais en fait, les sondes fluorescentes que vous allez acheter, c'est jamais juste ça. Vous avez toujours au moins un linker, c'est-à-dire la partie orange, et souvent un bras espaceur. Et la difficulté pour vous, c'est pas de synthétiser le fluorophore, vous n'allez jamais synthétiser un fluorophore, mais vous allez les acheter en général, ou vous allez demander à des collègues chimistes de les fabriquer. Mais souvent, le point, c'est on doit choisir un fluorophore, et donc on doit choisir dans un catalogue d'un fournisseur de produits chimiques, et il faut savoir quoi choisir. Les noms des fluorophores sont souvent agencés comme ça. Vous avez d'abord la partie verte, qui correspond au fluorophore. Alors déjà en lui-même, vous avez vu que précédemment que les noms des fluorophores ne sont pas toujours très parlants. Par exemple, Alexa Fluor 488, c'est un nom commercial. On sait que ça correspond... Alors, la longueur d'onde de ce fluorophore n'est même pas 488. C'est simplement parce que ce fluorophore est compatible avec les lasers de longueur d'onde 488. Et Alexa Fluor, ça ne vous dit pas à quelle famille ça appartient. Okay, donc il faut faire un peu de recherche. Alors, sur la plupart des sites, quand même, ils vous donnent accès à la structure chimique que vous pouvez aller voir pour les fluorophores qui sont, on va dire, qui sont pas trop récents, parce que ceux qui sont vraiment très récents sont brevetés. En général, ils cachent la structure et ne vous est pas accessible. Mais dans la plupart des cas, elle l'est. Donc voilà comment agencer le nom. Vous avez Alexa Fluor 488, C5, ça c'est le bras espaceur, parce que 1, 2, 3, 4, 5. Okay, et on a fait réagir ce bras espaceur sur l'acide carboxylique de cette rhodamine là ici, par le biais on a mis une liaison peptidique. Et puis enfin la dernière partie du nom, maléimide, parce que vous avez un linker, une fonction réactive maléimide au bout. Celui du dessous, voyez par vous-même, body PFL, le nom du fluorophore. Ensuite, vous avez le nom du bras espaceur, 2-aminoéthyl, et maléimide. Donc en général, dans la plupart des cas,
Ce qu'il y a au milieu, vous en fichez un peu. Ce qui vous intéresse, c'est surtout le début du nom et la fin du nom. Et si le site de votre fournisseur est bien fait, ou que le catalogue est bien fait, vous allez avoir des outils moléculaires qui sont catégorisés souvent selon la fonction réactive, parce que vous savez ce que vous voulez. Donc si vous voulez quelque chose qui réagit avec l'éthiol, vous allez dire, moi je veux un fluorophore de type maléimide. Et donc il va vous donner une catégorie, il va vous donner tous les fluorophores de type maléimide, et s'ils font bien leur job, ils seront classés par ordre de longueur d'onde selon les fluorophores utilisés. Voilà, donc ça c'était la réaction la plus importante, celle au maléimide, hein, je reviens juste dessus. Celle-là, c'est vraiment celle à retenir pour l'éthiol. Alors il y en a d'autres. Il y en a d'autres et qui sont aussi toujours utilisées, mais évidemment dans une proportion un peu moindre. Par exemple, vous avez les composés haloacétylés. Halo, c'est pour halogène. Donc le plus important, c'est les iodos. Donc les composés iodés. Vous avez un exemple ici, ce qu'on appelle un iodoacétamide. Donc en gros, vous avez votre fluorophore qui est là, si on garde l'exemple du fluorophore, et puis dessus on a mis une fonction C-O, CH2, I. Alors là, normalement, je n'ai pas besoin de vous faire un cours pour que vous compreniez la réaction. C'est une substitution nucléophile, comme on l'a revu la dernière fois. Le soufre est nucléophile, il attaque ici, tac, et l'iode s'en va. Substitution nucléophile. Vous avez, comme tout à l'heure, créé un pont thioéther. Voilà, donc là encore, vous avez créé une liaison covalente entre votre biomolécule qui est là, puis votre sonde qui est ici. Okay, et cette liaison covalente est solide. Alors pourquoi est-ce que cette méthode est un petit peu moins utilisée que les maléimides qui sont plus récents et plus spécifiques et plus pratiques, on va dire? Eh bien c'est parce que c'est un peu moins spécifique cette réaction-là, c'est-à-dire elle peut réagir aussi avec d'autres groupements. Un peu plus facilement, c'est moins sélectif, quoi, on va dire. S'il y a des amines, peuvent aussi parfois réagir avec. Mais aussi, l'iode, vous devez le manipuler dans le noir. Donc il faut vous mettre dans une chambre noire où il faut protéger vos échantillons de la lumière. Parce que si vous ne le faites pas, par excitation de la lumière, vous pouvez libérer du diode. Et donc, premièrement, vous avez une dégradation de votre réactif, donc il ne pourra plus se mettre sur la protéine. Et en plus, le diode va, lui, pouvoir réagir avec différents acides aminés, comme les tyrosines, par exemple. Et bon, vous aurez quelque chose de pas propre. Okay, donc, avec l'iode, il faut bien manipuler dans le noir. On peut le faire aussi avec des bromos, où là, il n'y a pas besoin de manipuler dans le noir, mais c'est un peu moins réactif. Donc cette méthode-là n'est plus vraiment très utilisée dans le cadre des fluorophores. Mais par exemple, je peux vous donner ça comme exemple, où on va fonctionnaliser une protéine, on va greffer une protéine sur une surface. On va revoir un petit peu plus loin dans le cours un autre exemple de ce type. Donc on choisit par exemple une bille d'agarose, okay, vous voulez greffer votre peptide sur une résine qui est faite d'agarose, donc là vous avez une bille d'agarose, et cette bille d'agarose on l'a fonctionnalisée avec ça. Pas vous évidemment, mais celui qui l'a synthétisé, celui qui l'a fabriqué et qui vous l'a vendu. Eh bien, il vous suffit de mettre en présence votre peptide et cette agarose, cette résine d'agarose fonctionnalisée. Vous allez avoir cette réaction de substitution nucléophile entre le thiol qui attaque ici, l'iode qui s'en va, et vous aurez ainsi greffé votre peptide sur la résine. Alors, pourquoi est-ce que ça peut être intéressant d'immobiliser un peptide comme ça? Là, je vous parle de peptide, ça peut être une protéine, mais je prends l'exemple d'un peptide. Eh bien, par exemple, vous pouvez faire de la chromatographie d'affinité.
Si vous avez un mélange qui vient d'un lysade ou d'un sérum de patient, et que vous voulez regarder s'il y a une certaine protéine dans ce lysat, et bien, si vous savez que la protéine interagit principalement avec un certain peptide, ben, si vous passez à travers une colonne d'agarose fonctionnalisée ainsi le lysat du patient, la protéine en question va s'accrocher ici et le reste va couler à travers. Et ensuite, dans un deuxième temps, vous pourrez élever avec un excès du peptide la protéine en question et la doser. Okay, donc ça, c'est un exemple qui est quelque chose qui est autre, qui n'est pas de l'imagerie, qui n'est pas de la fluorescence. Mais n'empêche, c'est quand même de la bioconjugaison. Et donc à chaque fois que vous faites de la chromatographie d'affinité, pratiquement, il y a eu de la bioconjugaison qui a été utilisée pour préparer les outils, notamment les phases fixes. Alors, deuxième exemple avec un fluorophore, cette fois. Mais ici j'ai mis un brome au lieu d'un iode, donc celui-là il est commercial. Alors, je ne sais plus son nom exact, mais son petit nom c'est le Texas Red. C'est une rhodamine, mais vous voyez c'est une des rhodamines sur lesquelles on a rajouté d'autres cycles sur le côté. Et donc cette rhodamine-là est fonctionnalisée avec un bras espaceur et un iodoacétamide ici, de la même manière que tout à l'heure on l'avait pour la cyanine maléimide. Okay, donc c'est toujours le même principe. Fluorophore, bras espaceur, linker. Donc les deux réactions qu'on vient de voir sont des réactions qui vous permettent de créer une liaison covalente qui est stable. Maintenant, je vous montre une troisième réaction qui est intéressante. Elle a beaucoup de désavantages par rapport aux deux premières qu'on vient de voir, mais on peut tourner ces désavantages en avantages selon l'application qu'on est en train de faire. On va utiliser des ponts disulfures. Donc vous avez, on va rester sur l'exemple de la cystéine de la protéine. Okay, vous avez une cystéine ici, et on va la faire réagir avec quelque chose qui est déjà lui-même un pont disulfure. Alors ce pont disulfure est désymétrisé, vous voyez que vous avez ici une pyridine sur le côté. Donc ces réactifs s'appellent les disulfures de pyridyle. Pourquoi est-ce qu'on utilise ça? On va voir la raison, je vais vous l'expliquer dans quelques secondes. Mais avant ça, voilà la réaction qui va se passer de la même manière que tout à l'heure, où je vous ai fait l'analogie de la formation des ponts disulfures comme si c'était une substitution nucléophile. On va prendre le même exemple ici. Votre soufre va venir attaquer le soufre qui est ici. Ça s'en va. Tac. Ok. Et vous allez, donc lui il va capter un proton dans le milieu. Et donc vous allez générer cette structure-là. Mais surtout, vous avez créé un pont disulfure entre votre protéine qui était ici et puis votre sonde qui est là. Okay, donc ça c'est un bioconjugué, mais à la différence de ce qu'on a fait avant, c'est un bioconjugué où la liaison covalente que vous avez créée n'est pas très stable. Alors, premièrement, pourquoi est-ce qu'on utilise les disulfures de pyridyle? Eh bien, c'est parce que le sous-produit, là, il a une certaine absorbance dans l'UV, qu'il est facile de monitorer. Et donc, si vous faites votre réaction de bioconjugaison, en mesurant l'absorbance à 343, vous allez voir ça apparaître peu à peu et vous saurez quantifier très précisément l'avancée de votre réaction et la concentration du bioconjugué que vous venez de faire. Donc ça, c'est un avantage et une des raisons principales pour laquelle on utilise le disulfure de pyridyle. Pourquoi est-ce qu'on peut vouloir faire ce genre de bioconjugué-là avec des ponts disulfures? Eh bien, dans les cas où vous voudrez cliver après
votre, votre bioconjugué. On en verra un exemple pendant les TD. Un des articles qu'on verra concernera les conjugués médicaments anticorps. Et on verra que c'est une des manières qu'on a de créer une liaison entre un anticorps et un médicament qui permet d'avoir une structure qui est assez stable pour permettre à l'anticorps de naviguer dans l'échantillon biologique et d'aller cibler, par exemple, des cellules cancéreuses, mais au bout d'un certain temps, qui doit être supérieur au temps que ça a pris à l'anticorps pour reconnaître les cellules cancéreuses, le pont disulfure que vous avez créé va se cliver et vous allez libérer le médicament. Et donc si tout ça est bien optimisé, vous allez libérer le médicament exactement au site où il y a la tumeur et pas ailleurs. Et donc ça vous permet de cibler la tumeur. Donc ça c'est un exemple pour lesquels on peut avoir envie d'utiliser des groupements clivables. Vous avez un exemple ici d'outil. Là je vous ai mis une coumarine. Donc ça c'est l'AMK, un bras espaceur et un pont dipyridyle. Je ne refais pas le détail, c'est la même chose que tout à l'heure. Alors ce genre d'outil, ce genre de pont disulfure clivable, il faut faire attention, c'est pas du tout compatible avec les conditions réductrices et notamment l'utilisation de DTT et de bêta-mercaptoéthanol, comme on a dit tout à l'heure. Un autre exemple sur ces ponts disulfures qui est intéressant, mais cette fois en fluorescence. C'est, alors là on n'utilise plus de disulfure de pyridyle, mais on utilise un disulfure symétrique. Donc regardez, c'est la structure de gauche. Voilà, c'est ça. Vous avez un pont disulfure ici, et de chaque côté, il y a la même chose. Cette même chose, c'est un body-pi. Et il s'avère que dans ce dimère-là, les deux body-pi, alors la structure est repliée, les deux body-pi sont plus ou moins face à face, ils interagissent entre eux, et cette interaction génère le quenching des deux fluorophores. Donc, ce dimère qui est à gauche n'est pas fluorescent. Ok ? Mais si vous balancez cet outil moléculaire-là sur une solution qui contient une protéine, eh bien, la cystéine va attaquer ce pont disulfure, vous allez le casser, et vous allez créer ce pont disulfure-là entre la protéine et puis une moitié du dimère, et puis l'autre moitié s'en va. D'accord ? Eh bien, si vous faites ça, vous éloignez le deuxième body-pi du premier, et donc vous libérez la fluorescence. La fluorescence du body-pi est déquenchée. Et donc là, vous avez un outil moléculaire qui est un profluorophore. Ça, c'est un avantage parce que lui, il ne vous génère pas de fluorescence dans le milieu, donc il ne vous génère pas de bruit de fond. Et le signal que vous observez veut forcément dire que votre fluorophore a réagi. Donc ça peut faire que vous n'avez pas besoin, par exemple, d'enlever tout l'excès de fluorophore. En général, on le fait quand même si on peut, mais il n'y a pas forcément besoin de le faire. Et on diminue grandement le bruit de fond dans ces cas-là. Donc voilà un deuxième exemple où il peut être intéressant d'utiliser des ponts disulfures dans ce cas de figure. Alors je vous passe cette partie-là qui ne vous intéresse pas trop. Vous me demanderez en détail dans une séance en live si vous voulez. Ça concerne le transfert d'électrons photo-induits, c'est vraiment plus de la physique. Donc je ne le détaille pas. Alors, on continue sur ces ponts disulfures. Il y a une autre stratégie qui est beaucoup plus récente, celle-là encore. Là, vraiment, c'est des outils qui sont pas encore vraiment commerciaux. Il y a très peu de molécules qui sont commerciales, c'est plutôt en cours de développement, mais il y en a quand même quelques-unes. C'est d'utiliser des réactifs à base de thiosulfate. Donc, vous avez un exemple ici, le biman thiosulfate. Bon, bah, c'est exactement le même principe, sauf que sur le deuxième soufre qu'on rajoute, il y a des oxygènes. Donc je ne vous explique pas la réactivité, c'est exactement la même. Ça réagit exactement de la même manière. Mais dans ce cas-là, vous allez dire pourquoi on fait ça ? Eh bien tout simplement parce que
Euh, Dans certains cas, on a un fluorophore qui est très peu soluble dans l'eau, qui n'a pas une bonne solubilité aqueuse. Si on rajoute un thiosulfate, eh bien, on améliore énormément la solubilité dans l'eau. Okay, donc là, on en rajoute ce thiosulfate sur le fluorophore réactif, mais une fois qu'il va être greffé à la biomolécule, eh bien, la charge négative, le groupement sulfate ne sera plus là. Okay, donc, mais c'est pas un problème. C'est pas un problème. Dans certains cas, je vous ai déjà parlé par exemple des fluorophores Alexa qui portent des groupements sulfate, mais ces groupements sont sur le fluorophore, et donc vous avez des fluorophores qui sont chargés. Dans certains cas, il ne faut pas que les fluorophores soient chargés. Si on veut qu'ils passent les membranes, si on veut ne pas altérer ou ne pas perturber la fonctionnalité d'une protéine ou d'une enzyme ou ce genre de choses. Okay, et puis aussi, vous avez des réactifs ici qui, alors, comme le réactif lui-même est chargé négativement comme ça et n'est pas capable de passer la membrane, eh ben, il va réagir uniquement à la membrane. Il ne va pas aller réagir à l'intérieur. Donc vous n'allez pas créer de bruit de fond à l'intérieur et vous allez avoir vraiment un marquage uniquement surfacique de votre cellule si vous êtes en train de faire de l'imagerie cellulaire. Alors, juste très rapidement, un dernier exemple sur l'éthiol, c'est ça. Alors là, c'est un fluorophore qui est vraiment à part. On appelle le NBD Cl, le chlorure de NBD. Je ne sais plus si je l'ai mentionné dans le premier chapitre la semaine dernière. Mais je ne vous détaille pas plus que ça, hein, c'est pas très répandu. Mais sachez simplement que si vous avez besoin d'un fluorophore tout petit, où il n'y a pas d'encombrement stérique, et que les fluorophores classiques type rhodamine, cyanine, etc. sont trop gros et ne vous conviennent pas, bah ça c'est une bonne alternative. Ça peut arriver parfois. Okay, ça c'est un dernier exemple là-dessus. Alors, avant d'en terminer avec la partie sur l'éthiol, j'aimerais vous parler de certains tags que je pense vous connaissez, que vous avez déjà dû voir ou que vous êtes en train de voir peut-être. Voilà, les tags flag par exemple. Mais moi je vais vous parler du tag tétracystéine. Je ne sais pas si celui-là vous le connaissez ou pas. Si vous le connaissez pas, bah, vous allez apprendre à le connaître ici, c'est très bien, c'est pas un problème. En fait, sur les protéines qui sont naturelles, vous n'avez pas ça forcément. Mais si vous manipulez des protéines que vous avez produites soit par méthode recombinante ou alors par synthèse peptidique, vous pouvez très bien introduire ce genre d'étiquette. Et là, vous avez une étiquette tétracystéine, on appelle tétracystéine parce qu'il y a 4 cystéines, mais en fait, il y a 2 cystéines, 2 autres acides aminés qui comportent souvent au moins une proline ou une glycine, ou les deux, et ensuite 2 autres cystéines. Et vous avez une espèce de conformation comme ça. Donc ça, c'est le tag tétracystéine. Robert Tien, qui, vous connaissez son nom, puisqu'il a eu le prix Nobel concernant les GFP, mais il n'a pas fait que des protéines fluorescentes pendant sa carrière. Ça a été vraiment quelqu'un qui a permis énormément d'avancer dans le domaine de la fluorescence de manière générale. Et il a notamment mis au point ces systèmes-là, tag tétracystéine et ligand biarsenique. Donc les tags tétracystéine sont faits pour ça, hein, à la base. Alors je ne sais plus si je vous ai mis la référence de la publi quelque part, mais si vous la voulez, vous pourrez me demander sur Discord. Pourquoi je vous parle de ça ? Simplement pour commencer à vous introduire à un aspect
qui est que là pour l'instant on parle de spécificité, on dit qu'on a des réactions spécifiques, celles qu'on a fait avant sur l'étiole. Oui, mais il y a beaucoup de manières de considérer ce que c'est que la spécificité. Et ça va bien l'illustrer, et ça va nous emmener sur... ça va commencer à vous introduire ce qu'on va étudier dans le dernier chapitre du cours, qui sera le chapitre 3 sur la chimie bioorthogonale, ou la chimie clique. Donc ça, c'est... vous reconnaissez peut-être la fluorescéine, si vous enlevez les arsenics, etc. Okay. Mais voilà, il y a 2 atomes d'arsenic, et puis il y a 2 ligands sur ces arsenics, qui sont des ligands dithiol. Donc cette sonde-là s'appelle Flash EDT2. Flash parce que c'est fluorescéine, arsenic, et EDT parce que c'est éthane dithiol, c'est le nom des ligands. Cette molécule n'est pas fluorescente. La présence des ligands éthane dithiol, des ligands EDT, fait que les angles de liaison et la planarité de la structure et donc la conjugaison est perturbée. Et donc il n'y a pas de je simplifie, hein, il y a toujours un peu de fluorescence, mais elle est grandement diminuée. On va dire la fluorescence est quenchée, elle n'existe pas. Donc là, en gros, cette ampoule est éteinte. Mais si vous la mettez en présence d'une protéine qui porte un tag tétracystéine, eh bien, le tag tétracystéine va déplacer les ligands éthane dithiol et votre fluorophore va se lier au tag tétracystéine de cette manière. Et là, vous déquenchez la fluorescence. Ok ? Donc c'est une méthode qui permet, c'est une sonde qui permet de réagir avec des cystéines, okay, avec des thiols. Alors attention, là on ne parle pas de thiols qui sont natifs à votre biomolécule, c'est un tag tétracystéine qu'il faut ajouter au préalable. Alors pourquoi est-ce que ça c'est important ? Regardez ces 2 gels que vous avez ici, le vert et le rouge. Les méthodes qu'on a mentionnées juste avant, c'est-à-dire les réactifs de type maléimide, de type iodoacétamide ou de type disulfure de pyridyle, vous permettent de faire des réactions spécifiquement sur l'éthiol. Mais si vous faites votre réaction sur un mélange de protéines, vous allez marquer toutes les protéines avec ça. Ok ? Donc je rephrase, je reformule pour clarifier un peu. Les méthodes qu'on a utilisées avant vous permettent de marquer spécifiquement les protéines les cystéines, sur une protéine donnée. Donc si vous faites votre réaction sur une solution qui contient votre protéine purifiée, c'est très bien, c'est pur. Mais si vous voulez faire votre réaction sur un LISA cellulaire qui contient une multitude de protéines, forcément, la plupart de ces protéines portent des cystéines, et vous allez marquer toutes les protéines de l'échantillon. Donc c'est ce que vous avez ici, c'est le gel rouge. Vous voyez ? Donc dans le gel rouge, on a utilisé, alors je ne sais plus exactement quelle méthode, mais je crois que c'est un BodyP maléimide. Ok ? Et on a fait la réaction sur, en gros, sur un LISA cellulaire. Et vous voyez tout ce qui est marqué. En vert à gauche, vous avez exactement le même échantillon, mais qui a été marqué avec le flash EDT2. Et donc en gros, quand à droite vous avez marqué plusieurs protéines, à gauche vous n'avez marqué que la protéine qui porte le tag tétracystéine. Donc vous voyez, là c'est quelque chose dont il faudra, je pense, qu'on parle dans les séances live ensemble. Je voudrais bien m'assurer que vous comprenez les différents niveaux de spécificité dont on peut discuter et les différentes applications. Parce que la bioconjugaison dont on parle en ce moment, c'est-à-dire pas cette méthode-là qui utilise le flash EDT, mais celle qu'on a vue avant, eh bien c'est des méthodes qui vous permettent de fabriquer des outils moléculaires,
Mais dans la plupart des cas, il faut utiliser des versions purifiées de vos protéines, par exemple, ou il faut isoler votre protéine avant, etc. Ou vos acides nucléiques, il faut les isoler avant, ou il faut les synthétiser. Mais on ne peut pas faire ces marquages par bioconjugaison directement dans un organisme vivant. Mais vous voyez que dans l'organisme vivant, on peut aussi le faire par certaines méthodes, et ça, c'est une introduction à ces méthodes-là. C'est une des premières méthodes qui a été utilisée, qui permettait de faire ça à l'époque, et c'était, donc ça date de 1998, je crois, à vérifier. Voilà, donc toutes ces méthodes de conjugaison sur l'étiole sont spécifiques d'étiole par rapport aux autres groupements fonctionnels, c'est-à-dire que ces méthodes que je vous ai données vous donnent des réactifs qui ne vont pas réagir avec les amines, qui ne vont pas réagir avec les alcools ou les acides carboxyliques, etc. Mais souvenez-vous bien que si vous avez plusieurs molécules qui portent d'étiole dans votre milieu, elles ne sont pas spécifiques d'une molécule. Ça va réagir avec toutes les molécules qui portent d'étiole dans votre milieu. Donc ces réactifs-là sont préférentiellement utilisés pour toutes les applications qui visent à étudier la fonction de la biomolécule d'intérêt, l'activité de la biomolécule d'intérêt ou la structure 3D précise. Alors, il n'y a pas que des avantages à utiliser ces méthodes-là, puisque, premièrement, il est tout à fait possible que la protéine qui vous intéresse n'ait pas de cystéine. Et après, le fait d'avoir besoin de rajouter un thiol sur un ADN pour pouvoir utiliser ces méthodes-là, ça demande... c'est pas un problème si vous utilisez un oligonucléotide ou une séquence synthétique que vous commandez. Mais par contre, si vous voulez utiliser des acides nucléiques naturels que vous avez extraits, là, ça va être compliqué. Même s'il y a quand même des méthodes pour le faire. Donc ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est, oui, mais la protéine, elle a peut-être des cystéines, mais ces cystéines sont engagées dans des ponts disulfures. Et donc, comme on l'a dit au début, si vous voulez marquer la protéine sur les cystéines, il va falloir casser ces ponts disulfures au préalable en utilisant du DTT. Souvent, ça ne va pas forcément poser de problème, mais il y a quand même des cas où casser un pont disulfure, ça va vous donner des problèmes parce que ça va perturber l'activité de votre protéine. Ok ? Ou carrément l'intégrité de sa structure. Je vous donne l'exemple d'un anticorps. Les immunoglobulines G, vous devez connaître les plus classiques, là, avec 2 chaînes lourdes, 2 chaînes légères. Les 4 chaînes d'un IgG sont maintenues entre elles par des ponts disulfures. Il y a des cas où, si vous réduisez ces ponts disulfures-là, les autres interactions faibles ne vont pas suffire à garder l'intégrité de la structure de l'anticorps et donc il va perdre son activité. Et puis il y a des cas où casser les ponts disulfures va être tout à fait possible. C'est vraiment au cas par cas. Et donc à chaque fois qu'on a une application donnée, il faut évaluer tout ça. Donc c'est quand même un travail conséquent quand on fait ça en recherche. Voilà. Et puis dernier point, c'est que les liaisons qu'on a créées, alors je ne parle plus des liaisons disulfure de l'avant-dernier exemple, mais les liaisons qu'on a créées avec les maléimides et les iodoacétamides, qui sont des liaisons thioéther. Alors attention, il y a une faute ici, tiens. Voilà, c'est pas thioester. Thioester, ça serait S, C double liaison O, d'accord? Mais c'est thioéther, E-T-H-E-R ici. Donc c'est C, simple liaison S, simple liaison C. Donc ces liaisons-là, sont stables, mais elles sont pas non plus extrêmement stables. C'est-à-dire que dans le temps, elles vont avoir tendance à se décomposer ou à réagir avec d'autres choses. Notamment avec des réarrangements. Donc je ne vous explique pas les mécanismes, mais qui sont assez communs. Et donc, ça veut dire qu'on a des molécules qui sont largement assez stables pour le temps que vous voulez faire votre expérience.
Mais en revanche, si vous faites un outil moléculaire que vous voulez stocker dans votre laboratoire pendant des mois, voire des années, et pouvoir le réutiliser à période régulière, les liaisons thioéther ne sont pas forcément les plus adaptées, parce qu'elles vont avoir tendance à amener de la dégradation dans le temps. Et donc, pour d'autres applications, on va se tourner vers un autre groupement fonctionnel, et ce sera les amines. Voilà, là aussi les amines, on a vu la dernière fois que ce sont de bons nucléophiles. Donc tout comme les cystéines, on va pouvoir utiliser les amines. Et on va voir que utiliser les amines va nous permettre de contourner certains des avantages qu'on vient de mentionner là. Et en fait, chacune des deux méthodes aura ses avantages et ses inconvénients. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui et on fera la partie sur les amines la semaine prochaine.